Donc, bonjour à tous et à toutes. Notre sujet pour aujourd'hui, c'est une entité de neurochirurgie, les suppurations intracrâniennes, à savoir les abcès et les empyèmes intracrâniennes, qui va être présenté sous le plan suivant. Introduction, épidémiologie, anatomie pathologie, clinique, examen paraclinique, diagnostic différentiel, forme clinique, traitement, évolution pronostique et pour finir une conclusion. D'accord? On commence par l'introduction. Il faut bien sûr distinguer entre les deux entités. L'abcès cérébral, c'est une connexion purulente d'origine infectieuse développée à l'intérieur du parenchyme cérébral, alors que l'empyème cérébral, c'est une connexion purulente extra-parenchymateuse, c'est-à-dire qui siège à l'extérieur du parenchyme, c'est-à-dire au niveau des méninges, soit en sous-dural ou en extra-dural. Il faut noter l'importance de l'imagerie. C'est une pathologie considérée grave et c'est une urgence neurochirurgicale. D'accord? L'épidémiologie, c'est une maladie ou une pathologie qui n'est pas fréquente. L'incidence est aux alentours de 4 à 5 cas par an et par million d'habitants. Il touche tous les âges avec une fréquence plus élevée pour les patients ayant un âge inférieur de 40 ans. Et touche beaucoup plus le sexe masculin que le sexe féminin, avec un sexe ratio de l'ordre de 3 hommes pour 2 femmes. Anatomie, pathologie. Donc, il faut distinguer entre l'abcès et l'opième. L'abcès, comme on a dit tout à l'heure, est au niveau intradural et extradural, alors que l'abcès cérébral est au niveau intraparenchymateux. Et en général, l'anatomie pathologie des abcès montre un foyer de nécrose tissulaire suppurée et qu'on appelle aussi phlegma, qui n'est pas accompagné de signes cliniques ou de l'inflammation aiguë. D'accord? Il siège en général au niveau de la partie entre la substance grise ou la substance blanche, ou dans la substance blanche carrément. Il est soit superficiel ou profond, ou sous-tentorial, tentoriel, pardon, et il est unique ou multiple, uni ou bilatéral. D'accord? Et les origines, bien sûr, l'origine est infectieuse, nous porte à chercher la porte d'entrée, et parfois il n'y a pas de porte d'entrée parce que l'abcès cérébral est développé à partir de la tumeur cérébrale qui va se nécroser et développer un abcès, c'est la TC, d'accord? Et il est soit iatrogène, il est développé à cause d'une infection de voisinage ou une infection à distance cardiaque ou pulmonaire ou à cause indéterminée, parfois. Plusieurs germes peuvent être en cause, notamment les staphylocoques qui ont une porte d'entrée cutanée, ou les streptocoques, pneumocoques, PGN anaérobie, ou les germes qui ont une porte d'entrée soit digestive, soit respiratoire ou pulmonaire. Il faut noter la notion d'association microbienne, d'où la nécessité d'association antimicrobienne par la suite. Et noter aussi que parfois l'examen bactériologique est négatif. La clinique. En général, les circonstances de découverte par des céphalées en contexte fébrile, avec un début progressif ou brutal, ça dépend. L'examen clinique est caractérisé par la triade de Bergman. C'est quoi la triade de Bergman? C'est l'association d'un syndrome infectieux, syndrome d'HTIC ou d'hypertension intracrânienne et des syndromes de localisation. Syndrome infectieux, c'est l'association entre la fièvre et l'asthénie ou la fatigue chronique, un syndrome d'hypertension intracrânienne qui se caractérise par des céphalées générales frontales et occipitales et des vomissements en jet, d'accord? Et des signes de localisation, notamment les hémiplégies, les, les
paraplégies ou paralysie de l'hémiphase ou quelconque. D'accord? Pour l'hypertension intracrânienne, on va détailler juste un peu, c'est que l'hypertension intracrânienne est définie par une pression supérieure à 15 mm Hg et il est présente, ou plutôt les signes cliniques de l'hypertension intracrânienne se caractérisent, comme j'ai dit tout à l'heure, de céphalée, typique ou atypique, des vomissements longés, qui sont inconstants, et des troubles visuels, notamment une diplopie monoculaire, ou plutôt une diplopie binoculaire. Ça veut dire, euh, pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire une diplopie, c'est la vision double. Et la diplopie, il est soit monoculaire ou binoculaire. Et les monoculaires, lorsqu'on peut visionner le double grâce ou via un seul œil, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a un œil sain et un œil malade, et on peut détecter ça si on demande au patient de fermer un œil. En général, s'il ferme l'œil sain, la diplopie persiste, et s'il ferme l'œil malade, la diplopie, il disparaît. Voilà. Par contre, il y a la diplopie binoculaire qui est sûr présent que lors de l'ouverture des deux yeux en même temps. Et si on demande au patient de fermer un œil, la diplopie, il disparaît. Ça veut dire que la diplopie est présente lors de l'ouverture des deux yeux à la fois. D'accord? Et un examen somatique complet à la recherche de portes d'entrée. L'examen paraclinique va se baser sur l'imagerie et la biologie. L'imagerie, il faut faire un TDM qui va montrer lors de l'abcès une hypodensité avec une prise de contraste en couronne, c'est-à-dire une hypodensité centrale entourée d'un liséré en forme de couronne hyperdense, prenons le contraste, ou lors de l'ampième une collection péricérébrale avec des prises de contraste en périphérie. En général, s'il est extradural, l'aspect particulier de l'extradural qui est le lentille biconvexe, ou en croissance s'il est intradural. On vérifie aussi l'état des sinus de la face en réalisant un blondeau ou un TDM des sinus ou carrément une IRM. On complète par radiographie thoracique ou échocardiographie pour rechercher d'éventuelles portes d'entrée qui ont causé cette suppuration. Le bilan biologique va se baser sur l'NFS, CRP, un bilan hydroélectrolytique et des hémocultures, et un examen de Q peut être envisageable en bilan opératoire. Donc, cette image montre un abcès cérébral, vu qu'il est intraparenchymateux, entouré, comme on a dit tout à l'heure, d'une hyperdensité prenant le contraste en forme de couronne. Cette image montre un ampième. Pourquoi j'ai dit que c'est un ampième? Parce qu'il est en forme de lentille biconvexe, d'accord, entouré d'un liséré hyperdense, comme on a dit tout à l'heure, et il est de localisation extra-parenchymateuse. L'image montre aussi, dans ce contexte, un abcès ampième, abcès cérébral, etc. Le diagnostic différentiel, ils peuvent être aussi des métastases suppurées à partir d'un ampième ou d'un abcès déjà présent au niveau du poumon lors des cancers bronchiques, ou des tumeurs cérébrales abcédées, ça veut dire que la tumeur cérébrale va au fil du temps se nécroser et développer des abcès, ou des méningites bactériennes ou des encéphalites. Forme clinique. Là, les formes cliniques nous poussent à chercher des étiologies. En général, si la cause est locale, on recherche la présence d'un corps étranger ou d'une tumeur cérébrale ouverte. Si la cause régionale, on cherche notamment des otites, sinusites ou des abcès dentaires. Et la cause elle est générale, on cherche une endocardite, un abcès des poumons ou une infection à VIH, ou parfois les causes sont indéterminées.
L'évolution, elle est soit aiguë, lorsque l'abcès cérébral apparaît de manière aiguë, ou chronique, ou compliquées, qui peuvent donner parfois une ventriculite ou carrément un engagement cérébral et par la suite la mort du patient. Tout dépend bien sûr de la souffrance cérébrale et son mode d'installation et son évolutivité. Le traitement a but de traiter l'infection d'abord et contrôler l'hypertension intracrânienne pour qu'il n'évolue pas et pour contrôler la souffrance cérébrale et éviter les récidives en se basant sur les moyens médicaux à base d'antalgiques pour soulager le patient, des antiépileptiques pour soulager les crises de confusion, les corticoïdes pour diminuer l'œdème périlésionnel, dont on n'a pas discuté tout à l'heure, et le mannitol, que c'est un sucre qui caractérisé par son élimination d'une quantité importante d'eau, parce qu'il est filtré au niveau des glomérules, il n'est pas réabsorbé au niveau des tubules, du coup il élimine une quantité importante d'eau nécessaire dans notre contexte pour diminuer le dépérilésionnel et de soulager un peu le cerveau. Chirurgie va se baser sur la ponction du pus à l'intérieur du cerveau et une exérèse de la coque qui l'entoure et parfois un prélèvement pour l'identification péropératoire du germe. Plus un traitement de la porte d'entrée, cutanée, ORL, sinusite ou dentaire, sans oublier qu'il faut une antibuthérapie, j'ai oublié de citer, triple, c'est-à-dire une tri-antibuthérapie, et selon l'antibiogramme, pendant une durée de 6 semaines, et sans oublier de surveiller cliniquement, biologiquement et radiologiquement en faisant des bilans de contrôle et une rééducation motrice, orthophonique et envisageable. Évolution. En général, si le traitement est précoce, l'évolution est favorable et malgré le caractère en théorie bénin de ces lésions, la mortalité reste élevée à 10%, le plus souvent en raison d'un retard diagnostique et d'un terrain défavorable. La morbidité est variable selon la localisation d'importance des troubles cliniques, avant traitement pouvant aller jusqu'à 33% des séquelles, 15% d'épilepsie. Le diagnostic précoce est nécessaire et un isolement rapide plus une antibiothérapie adaptée et prolongée. Conclusion, c'est une pathologie grave qui présente plusieurs pièges diagnostiques. Considérée comme une urgence neurochirurgicale, il faut la traiter de manière, si le traitement médical prolongé et adapté aux germes, sans oublier de traiter la porte d'entrée et surveillance prolongée clinique, biologique et radiologique. Merci pour votre attention.